Cette vidéo est un extrait d'une masterclass que j'ai co-animée pour le site Vench.fr. Vous y trouverez la réponse aux deux questions suivantes. Quelles sont les liquidités indispensables pour aller enchérir, et notamment en région parisienne? Et seconde question, est-ce qu'il vaut mieux acheter un appartement ou une maison quand on se positionne sur des enchères? Et avant de vous laisser avec la vidéo justement, vous pouvez télécharger en description le guide des 5 erreurs à éviter quand on est débutant aux enchères. Un apport contre des liquidités disponibles. L'apport, c'est vous et la banque. De quoi votre banque a besoin pour vous financer l'opération. Donc ce sera un pourcentage, 10%, 15%, 20%, plus sur certaines opérations, notamment en marchand de biens. Mais il faut voir ça différemment. L'apport, c'est pas la même chose que les liquidités dont vous avez besoin aux enchères. Les liquidités disponibles dont vous avez besoin, ça va correspondre à quoi? Elles vont correspondre au coût que vous allez devoir avancer tout de suite pour pouvoir enchérir et pour les premières suites à donner quand vous aurez remporté les enchères. Ça correspond à quoi? D'abord, vous le savez peut-être sans doute tous, pour aller se positionner aux enchères, vous devez remettre un chèque de banque à l'avocat qui est d'un montant de 10% de la mise à prix. Un bien est mis à prix 80 000 euros, vous devez remettre un chèque de banque de 8 000 euros, avec un minimum toujours de 3 000 euros pour les biens qui sont mis à prix 30 000 euros ou moins. Ensuite, si vous allez vous positionner sur des biens qui sont à Paris ou en région parisienne, pas de chance, vous allez devoir avancer en plus un second chèque de banque qui est de souvent l'équivalent des frais de procédure, qu'on appelle aussi les frais préalables. C'est pas que l'avocat vous le demande parce que ça lui fait plaisir, c'est tout simplement parce que c'est inscrit, pas dans la loi ici, mais dans le règlement des barreaux en fait. Règlement des barreaux locaux, à Bobigny par exemple, il est inscrit que l'avocat, pour enchérir, il doit demander un second chèque de banque, équivalent aux frais. Donc, si les frais de procédure sont de 12 000 euros, mais vous êtes déjà, vous voyez, sur un bien mis à prix 80 000, 8 000 pour les fameux 10%, plus 12 000 euros, vous êtes à 20 000 euros de liquidité que vous devez sortir avant même d'aller enchérir. Ensuite, votre avocat, peut-être qu'il faut le payer, et ce sera souvent le cas, si vous ne trouvez pas d'avocat qui accepte d'enchérir gratuitement. Donc, il faut compter 150 à 300 euros. Et puis, cet avocat, c'est lui qui va faire les formalités qui suivent la vente. Il n'y a pas de passage chez le notaire. C'est l'avocat qui fait que la vente, elle devient définitive, qu'elle sera publiée au service chargé de la publicité foncière, que vous allez obtenir votre titre exécutoire, en l'occurrence qui sera le jugement d'adjudication, etc. C'est le travail de votre avocat. Et cet avocat, évidemment, il ne va pas travailler gratuitement. Et un avocat, mais souvent, pour travailler, ça vous demande d'abord de lui provisionner ses frais, c'est-à-dire de lui payer ses frais par anticipation. Ce qui signifie qu'il va falloir les payer très rapidement après la vente. Donc oui, on peut faire appel à l'emprunt bancaire. On a 2 mois pour payer dans la majorité des cas, parfois 3, quand c'est une vente sur liquidation judiciaire. Mais néanmoins, il ne faut pas oublier, avant de se positionner, qu'il est indispensable aux enchères d'avoir des liquidités disponibles. Et ce n'est pas pour autant que ces liquidités disponibles, si elles sont de 25-30 000 euros, elles vont constituer votre apport sur l'opération. La banque peut très bien vous dire, moi, il n'y a que les frais d'avocat que je ne paie pas ou que les frais de procédure et vous financez tout le reste. Donc, vous pouvez très bien sortir 30 000 euros de votre poche à l'instant T et une partie vous sera ensuite financée par la banque qui viendra vous les rembourser. Donc, vraiment, ce distinguo apport et liquidité disponible, ça me paraissait important de le faire. Est-ce que c'est clair pour vous, ce distinguo-là? Je vois passer pas mal de messages. J'ai pas le temps de les lire en même temps que je développe. On y reviendra peut-être après. J'ai vu passer pas mal le mot plus-value, plus-value, plus-value. Marchand de biens, donc je vois qu'il y a une majorité de personnes qui sont là pour une plus-value, et puis c'est normal parce qu'en général, aux enchères, on est plutôt là pour ça, pour des opérations d'achat-revente. Point numéro 3. On a défini le projet, on a défini le budget. Définissez maintenant votre secteur. Et c'est là, souvent, c'est une clé où il y a des gens qui se perdent, notamment les débutants, parce que ça demande 3 points qui sont vraiment essentiels. Ça demande d'être réaliste, d'être efficace et d'être intelligent. Tout ça pour définir son secteur. Et le maître mot, je vous l'ai mis en bas avec un attention, avec un warning, c'est choisir, c'est renoncer. Et c'est quelque chose qui est difficile pour nous humains. Je vous parle en connaissance de cause, on est tous pareils. Quand on voit passer les annonces, etc.,
on se dit, tiens, pourquoi pas? Tiens, si j'allais voir, ça peut être intéressant. Tiens, ce bien-là, il est pas mal ou il peut être pas mal. Il y a peut-être quelque chose à faire. Tous autant qu'on est, c'est un biais qu'on a. On a envie d'aller gratter un petit peu, d'aller voir un peu plus. Mais ça peut être autant de pertes de temps, de pertes d'énergie et autant derrière de déconcentration qui fait qu'on va s'essouffler à la longue. Pourquoi? Et pourquoi je vous l'ai mis aussi sur la notion de définir votre secteur? Soyez réaliste, point numéro 1. Être réaliste quand on définit son secteur, quel que soit votre projet, achat-revente ou investissement locatif, eh bien, c'est se dire, jusqu'où je suis prêt à aller? Quand je configure, et on va en parler après, ma recherche, sur Venture par exemple, quand je réfléchis à comment je vais m'organiser, quel secteur m'intéresse? C'est-à-dire d'abord quel secteur je connais et jusqu'où je suis prêt à aller dans ma recherche. Si je vais suivre des annonces de biens qui sont situés à 1 heure de chez moi, à 2 heures de chez moi, peut-être même à 3 heures de chez moi, quand je me vois sur l'aspect pratico-pratique, est-ce que vraiment c'est réaliste de les suivre ces biens-là? Ou est-ce que c'est pas uniquement les suivre, pour voir ce qui se fait? Et est-ce que ce sera pas purement une perte de temps, pure et simple? Parce que finalement, aller suivre un bien qui est à 2 heures de chez moi, ça veut dire que de chez vous, il faut que vous soyez en mesure d'abord d'aller le visiter. Est-ce que c'est réaliste pour vous d'aller le visiter quand on sait que les visites, elles ne sont pas le samedi, elles ne sont pas le dimanche, elles ne sont pas non plus en soirée, ce ne sera pas sur rendez-vous, ce sera le matin à 9 ou 10 heures ou l'après-midi à 14 heures ou à 15 heures. La plupart des visites, c'est ça. Et quand bien même il y a 2 créneaux, ce sera un le matin, un l'après-midi. Donc ça veut dire souvent, quand on habite à 2 heures, qu'il ne suffit pas de se bloquer la demi-journée, mais qu'il faut bloquer toute votre journée. Vous êtes peut-être salarié aujourd'hui ou chef d'entreprise, pris dans le jus, etc. C'est toujours quand même relativement compliqué. Et puis quand bien même vous arrivez à vous libérer ce temps-là pour aller faire la visite, derrière, il y a les suites du projet. Si c'est un projet investissement locatif, peut-être qu'il va y avoir des travaux, peut-être qu'il va falloir faire les devis d'abord avec les entreprises. Enfin, bref, à chaque fois qu'il va falloir vous déplacer dessus, dites-vous une chose, c'est du temps et de l'énergie de perdu. Donc, est-ce que quand vous regardez des biens sur le marché traditionnel, vous regardez à 2 heures de chez vous ou à 3 heures de chez vous? Et est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Pourquoi vous regardez ça sur les enchères alors que vous n'êtes pas prêt à le faire sur le marché traditionnel? Voilà, c'est ça, être réaliste. Je vous dis pas qu'il faut pas le faire. Je vous dis simplement qu'il faut être réaliste avec vos capacités en temps et en énergie à consacrer à ça. Et le point numéro 2, soyez efficace. Dans la droite ligne de ce que je viens de vous dire sur être réaliste, c'est éliminer de votre secteur les peut-être, les sur un malentendu, pourquoi pas. Tout ce genre de choses. Ne restez vraiment focalisé que sur le secteur où vous savez que matériellement c'est possible pour vous. Et enfin, soyez intelligent dans votre recherche, et ça va faire le lien avec le point numéro 4 qu'on va voir ensuite. Vraiment, faites le tri. Choisir, c'est renoncer. Il vaut mieux étudier à fond 2 annonces de biens par mois, mais vraiment faire l'étude jusqu'à aller valoriser le bien et aller déterminer votre enchère, quitte à vous rendre compte que c'est pas intéressant pour vous, parce que c'est pas suffisamment intéressant selon vous. Peut-être qu'il y avait trop de monde à la visite, peut-être que la marge dont vous avez besoin pour que ce soit rentable pour vous, le rendement que vous espérez sur ce bien-là, fait qu'il n'y a aucune chance que ça se vende à ce prix-là. Vous avez mené le processus à son terme. Plutôt que d'aller en faire 5 ou 6, mais de ne pas mener le process à son terme, ou de vous dire, tiens, peut-être, pourquoi pas, ce serait pas mal. Vous irez jamais enchérir avec un peut-être, ce serait pas mal. Vous allez comme ça les faire, un petit peu à la va comme je te pousse, pardon pour l'expression, mais et in fine, vous n'allez pas vous positionner parce que vous ne serez pas suffisamment sûr de vous. Et en fait, aller se positionner, aller enchérir, ça demande d'être sûr de soi, sur votre enchère, sur votre projet. Donc finalement, voilà, économisez-vous les efforts inutiles de regarder comme ça pour du peut-être. Et on va en passer au point numéro 4, qui sera d'organiser votre recherche. Je ne sais pas ce que tu en penses, Alix. On peut peut-être faire un point question-réponse. Stéphane qui pose la question. L'achat d'un appartement est plus simple à gérer comparé à une maison avec terrain. Mais si tu peux peut-être te dire un mot là-dessus. Oui, bien sûr. Bon, alors évidemment, il y aurait beaucoup de choses à dire. On pourrait faire un webinaire sur la comparaison, revendre un appartement et revendre une maison, parce que les tenants et les aboutissants ne sont pas du tout les mêmes au niveau de celui qui vend et au niveau de celui qui achète aussi. Ce qu'il faut voir, c'est que sur un appartement, c'est nécessairement en copropriété.
Donc, au-delà de l'appartement en lui-même, il y a tout l'aspect copropriété qui intervient à prendre en compte pour celui qui achète. Et donc, qui doit être en votre faveur en tant que vendeur, notamment quand on achète aux enchères. Est-ce que la copropriété elle est bien entretenue, elle est bien gérée? Quelles sont ses caractéristiques? Est-ce que les charges sont élevées? Est-ce qu'il y a un coût d'entretien important? Est-ce qu'il y a des services importants, par exemple une piscine, une salle de sport, des espaces verts, une fontaine, tout ce qui génère des surcoûts sans nécessairement avoir une plus-value très intéressante? Est-ce qu'il y a des travaux à faire dans les mois ou les années qui viennent? Bref, beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. À l'inverse, sur une maison, on n'a pas l'aspect copropriété. On n'a que le bien stricto sensu et la parcelle de terrain. Par contre, il y a éventuellement des choses à mettre en avant quand on va sur une revente du bien et à envisager quand on va se positionner à l'achat. C'est quoi? C'est le PLU. C'est quelles sont les possibilités d'agrandissement? Quelles sont peut-être les possibilités de découpe du terrain avec une constructibilité qui reste sur la parcelle? Enfin, voilà, donc c'est pour ça que le champ des possibles à développer, ça peut prendre un moment, et c'est des axes de travail qui sont hyper intéressants, évidemment, et c'est là-dessus que c'est intéressant de se former, d'avoir des connaissances et d'avoir tous les tenants et les aboutissants pour savoir où on met les pieds. Donc on ne peut pas dire c'est plus simple, c'est plus compliqué, c'est plus intéressant, c'est différent.